Bien, bonjour à tous et à toutes, vous pouvez vous installer, où est-ce qu'ils sont encore passés les premières? Ah oui, c'est vrai, vous êtes là. Objectif 3 du chapitre trigonométrie, aujourd'hui, vidéo très importante qui concerne les fonctions sinus et cosinus. Vous allez élargir votre domaine de connaissances sur ces fonctions-là, qui datent déjà du collège. Et puis, en fait, ça va être une partie riche en contenu mathématique et assez conséquente. Donc, il va falloir bien vous accrocher. Dans cette première partie, on va définir clairement ce que c'est que le sinus et le cosinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique. Et oui, ce fameux cercle, vous pensiez peut-être vous en débarrasser dans l'objectif 3, et c'est raté, parce que justement, on va repartir de ça, et on va même approfondir nos connaissances dessus. Une fois que les fonctions seront définies, on va déterminer quelques valeurs remarquables en fonction de l'endroit où l'on se situe sur le cercle. Vous devrez encore une fois faire appel à votre bon sens, à votre visualisation et à votre rigueur mathématique pour répondre aux questions. Un petit peu comme dans l'objectif 2. On va étudier quelques propriétés rapides sur cos et sin. On va également faire un lien avec le collège. Vous avez quelques connaissances sur ces fonctions-là du collège, dans un triangle rectangle. Et je vais vous montrer que là, on ne fait que généraliser ce que vous connaissiez. Il y aura également un lien avec la calculatrice, où justement, il faudra faire un petit peu attention à l'unité, parce que vous savez que maintenant, on travaille avec des angles en radians. On va donc utiliser le cercle trigonométrique pour définir les fonctions sin et cos. On part d'un nombre réel alpha quelconque, que l'on peut voir comme une graduation sur le fil qui sera enroulé autour du cercle. Après enroulement, on a la création d'un point M qui correspond justement à la graduation alpha, d'accord? Donc notez bien tout ça. Le point M est repéré par alpha sur le cercle trigo. Et là, on va pouvoir définir clairement ce que c'est que le sinus et le cosinus de alpha. Pas de M, de alpha. Donc le cosinus de alpha, c'est l'abscisse de M, et le sinus de alpha, c'est l'ordonnée de M. Reproduisez bien le schéma, vous allez pouvoir comprendre que le sinus de alpha se lira ici, et le sinus de alpha se lira ici. Ce sont en fait les coordonnées du point M. Quelques exemples simples pour bien comprendre la définition. Regardons d'abord cos 0, sin 0 et cos de pi, sin de pi. Alors d'abord, ce qui est entre parenthèses, n'oubliez pas, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Vous pouvez voir ça comme un nombre réel quelconque, comme dans la définition, qui provient en fait de la graduation du fil qui va s'enrouler autour du cercle. Et puis, vous pouvez voir ça aussi comme une mesure d'angle en radians directement. C'est un peu plus géométrique, c'est plus sympathique, mais vous savez forcément que les deux interprétations se rejoignent. On l'a vu dans les premiers objectifs du chapitre. Bref, cos 0, sin 0, cos de pi, sinus de pi. Dans les deux cas, ça correspond donc à le placement d'un point M à l'extrémité droite du cercle. Que ce soit pour une mesure de 0 radian ou une mesure de 2 pi radian, nous sommes ici. Il suffit donc de lire les coordonnées du point M. C'est très facile. Ces coordonnées sont 1 et 0. Donc cos 0, 1, sinus 0, 0. Et pour 2 pi, c'est exactement pareil. Cos de pi, 1, sinus de pi, 0. Vous voulez maintenant cos pi sur 2, sin pi sur 2 et cosinus pi, sinus pi. Donc pour pi sur 2, vous savez que le point M va se placer ici. Et donc là, il suffit de lire ces coordonnées qui sont 0 et 1. Donc cos pi sur 2, vous allez trouver 0. Sin pi sur 2, vous allez trouver 1. C'est aussi simple que ça. Pour cosinus pi et sinus pi, le point M va se placer à l'extrémité gauche de mon cercle. Et là, attention, ces coordonnées valent moins 1 et 0. C'est-à-dire que son abscisse vaut moins 1, cosinus pi moins 1, et son ordonnée vaut 0. Sinus pi vaut 0. Venons-en à un premier exemple un peu moins évident. Cos pi sur 4, sin pi sur 4. Donc là, vous êtes tous d'accord qu'on est dans cette configuration-là, le point M est au bon endroit, et je dois donc trouver ses coordonnées. Mais combien valent ces coordonnées? Elles sont comprises entre 0 et 1 strictement, mais on n'a pas les valeurs. On peut déjà dire que par raison de symétrie, en fait, les coordonnées seront les mêmes, c'est-à-dire que ce nombre-là sera égal à ce nombre-là. Donc là, on aura 2 fois la même valeur. Mais ça ne nous aide pas trop pour l'instant, parce qu'on n'a pas la valeur. Donc il faudrait trouver l'une des deux pour trouver l'autre, parce que ce serait la même. Alors comment on va faire? Là, il faut faire une petite démonstration mathématique. Elle est demandée dans votre chapitre de trigo. Je ne vais pas la faire entièrement au tableau, d'accord? Je vous renverrai sur une page du livre où elle est très bien détaillée. Je vais expliquer globalement comment ça marche. En fait, vous allez créer ici un triangle MOH qui sera rectangle en H, mais aussi isocèle, d'accord? Isocèle pour les raisons de symétrie que je viens de vous donner. Et donc, dans un triangle rectangle isocèle en H, si vous connaissez l'hypoténuse, grâce au théorème de Pythagore, vous allez connaître la longueur des deux autres côtés, qui sera la même pour chaque côté. Donc là, l'hypoténuse vaut 1. Forcément, c'est un rayon du cercle. Donc avec le théorème de Pythagore, vous allez trouver que la longueur OH, qui est l'abscisse de M, vaut racine de 2 sur 2. Et il en est donc de même pour l'ordonnée du point M, qui est ici, mais qu'on peut reporter ici en tant que longueur MH.
Donc vous allez trouver racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire, c'est pas trop grave. Il y a une démonstration qui est très bien faite. Je vous demanderai simplement de la lire, mais il faut avant tout bien retenir ces valeurs-là. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 pour cos pi sur 4 et sin pi sur 4. Le tableau des valeurs remarquables, très important, recopiez-le bien dans votre cours. On retrouve quelques exemples qu'on a déjà pris auparavant, pour alpha égale 0 notamment, alpha égale pi sur 4, pi sur 2 et pi. Il y en a deux autres, pi sur 6 et pi sur 3. Pour pi sur 6, donc le cosinus vaut racine de 3 sur 2, le sinus vaut 1,5. Je rappelle, ce sont les coordonnées du point M en question sur le cercle. Et pour pi sur 3, eh bien, les valeurs s'inversent. On a 1,5 pour le cosinus et racine de 3 sur 2 pour le sinus. Les démonstrations sont très bien faites dans le livre, page 91 pour pi sur 4 et page 90 pour pi sur 3. Et pour pi sur 6, en fait, c'est une démarche complètement similaire à celle de pi sur 3. Alors il est bien gentil ce tableau, mais il tient surtout compte de ce qu'il se passe sur le premier quart de cercle. Si je change d'endroit et que je prends par exemple des angles tels que moins pi sur 4, 7 pi sur 6, 2 pi sur 3, et que je regarde par exemple le cosinus ou le sinus, le point M correspondant, effectivement, il sera ailleurs, et le tableau récapitulatif ne va pas nous aider, puisque les angles n'y apparaissent pas. Donc comment trouver les coordonnées du point M en question quand il est à d'autres endroits du cercle? Pour bien vous expliquer, j'ai besoin de me concentrer, je vais invoquer un polycopier et vous allez tous bien le comprendre. Voilà, l'invocation a marché, je pense, vous me confirmez ou pas. Donc vous avez là un poly en fait qui peut généraliser le tableau récapitulatif si vous voulez, et vous vous rendez compte que tout est question de symétrie. En fait, il n'y a quasiment pas de nouvelles coordonnées à retenir. Regardez un petit peu les coordonnées sur les graduations négatives. Vous retrouvez 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, mais avec un moins devant. Donc finalement, il n'y a pas trop de nouveautés. Et en fait, en raisonnant uniquement par symétrie, vous allez toujours vous en sortir. Par exemple, pour moins pi sur 4, vous placez votre point M et vous pourrez toujours lire ses coordonnées. Donc là, je vous conseille de faire pause pendant 5 minutes et de méditer à fond ce cercle, de bien vous l'imprégner. Et en fait, vous allez avoir pas mal d'exercices qui ont recours à la bonne compréhension de ça. Première propriété sur les fonctions sin et cos maintenant, notez-les bien, la deuxième va être très importante. Alors la première, elle vous dit que peu importe le nombre que je choisis dans R, eh bien le cosinus de ce nombre et le sinus de ce nombre seront tous les deux compris entre moins 1 et 1, à chaque fois. Ça découle de la définition, parce que si vous avez un point M qui se balade librement sur le cercle unité, eh bien de base, ces coordonnées seront comprises entre moins 1 et 1. C'est naturel. Pour la deuxième propriété, elle est un petit peu moins évidente, mais vous êtes tout à fait en mesure de la comprendre. Essayez de la prendre dès maintenant, elle est importante. Elle vous dit que peu importe le nombre alpha que je choisis, eh bien cos carré de alpha, c'est-à-dire cos alpha fois lui-même, plus sin carré de alpha, sin alpha fois lui-même, égale 1. Si vous voulez vous en convaincre, reprenez le tableau récapitulatif et faites des tests. Prenez par exemple alpha égale pi sur 3, et vous faites racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 sur 2 au carré. Vous allez obtenir 1. Prenez d'autres colonnes du tableau, vous allez toujours tomber sur 1. D'accord? Si vous n'en êtes pas convaincu. Pour la démonstration, c'est pas compliqué, il faut savoir ce que c'est qu'une équation de cercle. Ça tombe bien, on en a parlé cette année. Vous avez le cercle unité, peu importe le nombre alpha que je choisis, ça donne lieu à un point quelque part sur le cercle qui a pour coordonnées cos alpha, sin alpha, c'est la définition. Mais d'autre part, vous savez que l'équation de ce cercle, c'est x carré plus y carré égale 1. Mais comme le point M est sur le cercle, ces coordonnées vérifient l'équation du cercle. Donc en remplaçant x par cos alpha et y par sin alpha, j'obtiens une égalité, et c'est exactement la propriété numéro 2. Il faut savoir aussi que l'équation de cercle ici, elle découle directement du théorème de Pythagore. Le lien avec le collège, partie assez importante, parce que ça répondra à certaines de vos questions, à certaines de vos interrogations. C'est vrai que si on est curieux mathématiquement, on pourrait se demander quel est le lien entre la définition du collège des fonctions sinus et cosinus et la définition du lycée que vous avez découvert dans cette vidéo. Je rappelle qu'au collège, on travaillait dans un triangle rectangle, les angles étaient en degrés, et le cosinus d'un angle, par exemple, c'était le quotient entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Le sinus, c'était côté opposé divisé par hypoténuse. Et là, je suis en train de vous définir les fonctions sin et cos comme étant les coordonnées de certains points sur le cercle trigonométrique. Est-ce que les deux définitions sont équivalentes? La réponse est oui, heureusement. Donc là, je vais déjà vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, on se place dans le cercle trigonométrique, point M ici. On a donc son abscisse qui vaut OH. J'ai placé le point H, le point O. Je forme donc un triangle
MOH rectangle en H, d'accord? Et je regarde le cosinus de l'angle HOM. Alors, on retourne au collège, cos HOM, si vous oubliez le cercle et que vous oubliez la vidéo, eh bien c'est le quotient entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc bêtement, dans notre triangle, cos HOM, côté adjacent c'est OH, et hypoténuse OM. Donc OH divisé par OM. Jusque-là, tout va bien. Sauf que on est dans le cercle trigonométrique. Son rayon vaut 1. Du coup, OM vaut 1. Donc on trouve OH sur 1, c'est-à-dire OH. Mais OH, c'est quoi? C'est exactement l'abscisse de M. Donc si vous cachez le milieu du raisonnement et que vous regardez seulement le début et la fin, vous avez cos HOM égale abscisse de M. C'est exactement la définition du cours. Mais alors vous allez me dire que la définition du collège était plus globale que celle du lycée? Parce qu'on vient de voir que justement, la définition du collège implique la définition que je viens de vous présenter dans la vidéo. C'est un peu bizarre. Bon, il faut savoir que ça ne va pas être le cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, premier argument, au collège, l'utilisation du cosinus et sinus était assez limitée. On ne les voyait pas comme des fonctions. C'était plutôt des objets mathématiques qui permettaient de faire des calculs dans un triangle rectangle. Les angles étaient exprimés seulement en degrés. Il n'y avait pas de sens. Le radian n'existait pas. Bref, l'utilisation était assez limitée. Deuxième argument, je vais vous montrer là qu'en fait, la définition de notre vidéo généralise la formule du collège. C'est-à-dire qu'avec la définition de la vidéo, on va retrouver la petite formule que vous aviez l'habitude d'utiliser en 4e et en 3e. On se place donc dans un cas de figure du collège. Je prends simplement un triangle rectangle OAB, rectangle en A, et je veux calculer le cosinus de AOB. Et avec la définition du lycée, je vais vous montrer qu'on retrouve la petite formule côté adjacent sur hypoténuse. Donc déjà, dans la définition du cours, vous avez la présence d'un cercle unité. Là, il n'y a pas de cercle unité, on a seulement un triangle rectangle. Donc on va forcer l'apparition du cercle unité. Je crée ainsi mon cercle, après avoir bien sûr au préalable créé un repère, ici en jaune. Je reporte ici le rayon du cercle et je crée mon point M sur ce cercle. Je suppose évidemment que l'hypoténuse OB était de longueur plus grande que 1, sinon ce serait un autre schéma, mais on s'en sortirait aussi. Je reporte ici mon point H comme étant l'abscisse du point M. Et donc là, on arrive peu à peu dans la configuration de première. Donc l'angle AOB, c'est le même que l'angle HOM. Ça, il n'y a pas de problème. Donc le cosinus de l'angle AOB, c'est aussi égal au cosinus de l'angle HOM. Maintenant, je suis dans le cercle unité, je reconnais directement le lien avec le cours. C'est égal à l'abscisse du point M, c'est-à-dire la longueur OH, par définition de première. Une fois que j'ai la longueur OH, j'aimerais bien retrouver la fameuse formule côté adjacent sur hypoténuse. Alors comment faire? On va utiliser le théorème de Thalès. Dans ce triangle-là, vous avez deux droites parallèles. Ici, la droite MH avec la droite AB. Le théorème de Thalès vous dit qu'il y a une apparition de proportionnalité au niveau des longueurs du triangle. Vous avez donc OH divisé par OA égale OM sur OB. D'accord? Mais OM vaut 1, parce que c'est un rayon du cercle. Donc on a, par déduction, OH égale OA sur OB. C'est-à-dire ce qu'on cherchait là, c'est-à-dire cos AOB, c'est égal à OA sur OB. Mais regardons maintenant le triangle de départ. OA, c'est exactement le côté adjacent à notre angle. Et OB, c'est exactement l'hypoténuse. Donc là, OA sur OB, côté adjacent sur hypoténuse. Maintenant, on oublie ce qu'on a fait à l'intérieur. On est parti de cos AOB, on est arrivé à côté adjacent sur hypoténuse. C'est exactement la formule du collège. Je viens de vous prouver que la formule du lycée généralise la formule du collège. On pourrait faire exactement pareil pour le sinus. Et si là, la longueur OB valait quelque chose de plus petit que 1, on pouvait également s'en sortir en effectuant un agrandissement de ce triangle. La calculatrice, j'en ai pas encore parlé dans ce chapitre, elle sera importante dans la mesure où elle vous donne accès aux fonctions sin et cos. Donc en fait, vous pouvez calculer tout et n'importe quoi avec la calculatrice, vérifier certaines valeurs remarquables et bien plus. Il faut quand même faire attention à une chose, c'est que les angles peuvent être soit en degrés, soit en radians, et si vous ne faites pas attention à ça, elle va vous donner des mauvaises valeurs. Je prends un exemple, essayez tous, vous prenez votre calculatrice, vous tapez cos pi sur 4. Si elle est programmée en radians, elle va comprendre cos de pi sur 4 radians, c'est-à-dire qu'elle va vous donner racine de 2 sur 2, comme dans le tableau. Si elle est programmée en degrés, elle va interpréter pi sur 4 comme une valeur en degrés, et du coup elle va vous donner la mauvaise réponse. Pour retrouver racine de 2 sur 2, il faudrait taper plutôt cos 45. Là, si elle est programmée en degrés, elle vous donnera racine de 2 sur 2. Mais si vous tapez cos 45 alors qu'elle est en radian, elle ne vous donnera pas racine de 2 sur 2. Vous comprenez un petit peu? Vous devez déjà lui donner l'unité de mesure dans laquelle vous devez travailler, ou dans laquelle vous souhaitez travailler. Pour TI, c'est très simple, mode, et vous mettez radian. Pour Casio, vous allez dans Setup, ça doit être seconde plus menu, et vous mettez
radians aussi. Si vous souhaitez repasser en degrés pour une raison X ou Y, il suffira de retourner dans ce menu-là et de repasser l'unité en degrés. Je vous conseille de base de laisser votre calculatrice en radians parce que vous savez que c'est une unité de mesure que l'on va privilégier maintenant. Avant de vous donner les exercices, simplement, le cercle que vous avez vu tout à l'heure derrière moi, je le mets en pièce jointe. Vous aurez le droit de l'utiliser à votre convenance. Les exercices, il y en a pour tout le monde. Attention, le niveau global s'élève. D'accord ? Ce sera globalement un peu plus dur que ce que vous avez eu dans les objectifs 1 et 2. C'est normal. Plus on avance dans le chapitre, plus on découvre de choses et plus il faut avoir un niveau de compréhension globale intéressant pour pouvoir s'en sortir. Ceci dit, il y en a quand même pour tout le monde. 3 premiers exercices, une étoile, où il faut simplement faire preuve de visualisation et s'aider du tableau récapitulatif ou alors du schéma que je mets en pièce jointe de la vidéo. Ok ? Donc visualisez le cercle et ça vous aidera à trouver les réponses. Ok ? Sans calculatrice, parce qu'évidemment, avec ce que je vous ai montré juste avant, la calculatrice vous donnerait toutes les réponses. Mais dans ces cas-là, dans un examen, dans une évaluation, attendez-vous à avoir ce genre d'exercice dans une partie avec la calculatrice interdite. Là, si la calculatrice est interdite, vous devez forcément comprendre comment ça marche un cercle trigo. Donc là, c'est ce que je vais vous demander. Ne faites pas directement la calculatrice, sinon ça ne sert strictement à rien. À la limite, la calculatrice, vous l'utilisez pour vérifier vos résultats. Mais c'est tout. Ensuite, 2 exercices 2 étoiles, 15 et 47, qui se détachent un petit peu, ils sont un peu particuliers, vous verrez, mais ça reste quand même de difficulté abordable. Le 20 et le 24, pareil, ils concernent en fait une formule très importante qu'on a vue dans la vidéo, c'est cette fameuse propriété de cos carré plus sin carré égale 1. Okay ? Dans ces exercices-là, vous allez avoir une information sur le cosinus ou le sinus de l'angle, et vous allez devoir en déduire des informations sur l'autre. Par exemple, on vous donne cos alpha égale 0,4, à l'aide de la propriété 2 ici, vous allez en déduire des informations sur le sinus de 0,4, en remplaçant cos alpha par 0,4. Et comme ça, vous avez une petite équation à résoudre. Vous comprenez un peu comment ça marche ? J'espère que oui, sinon posez-moi des questions. Et enfin, pour les plus aguerris, exercice 42 étoiles. Bon, 59 et 62, exercice 42 étoiles, oui. Ils ne sont pas évidents, attention, il faut faire preuve d'une bonne rigueur mathématique, d'une bonne démarche scientifique. Ils sont vraiment cool. Ce serait bien qu'il y en ait certains d'entre vous qui puissent s'y attaquer à ça. Ceux qui ont le plus de facilité dans ce chapitre et le plus de facilité en maths en général, ne vous contentez pas des exercices 1 et 2 étoiles, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Allez chercher des exercices plus compliqués. À la limite, zappez un des 2 exercices 1 étoile, je m'en fiche, et à la place vous faites ça. Ça ne me dérange absolument pas. Okay ? Pour tout le monde, ce que je demande au minimum, c'est de regarder les exercices qui sont entourés dans le cercle rouge. Okay ? C'est-à-dire les 3, 2 et 2. Ça fait 7 exercices en tout. Faites vraiment selon votre niveau. Moi, ce que je veux voir dans ce que vous m'envoyez, c'est une trace écrite qui prouve que vous vous êtes investi. Pas forcément parce que vous avez tout bon ou pas bon, ça je m'en fiche, d'accord ? Simplement, montrez-moi que vous vous investissez. Mais là, il n'y a pas de problème, depuis le début, je vois que ça marche bien. Je vous laisse une petite semaine pour faire ça, ça va ? Je pense pas que c'est trop demandé. Dites-moi surtout si vous êtes débordé dans d'autres matières, mais bon, une petite semaine, ça devrait aller. Et puis après, on finira le chapitre par une vidéo sur la deuxième partie de l'objectif 3, qui sera, elle, un peu plus courte. Voilà, merci de votre attention et bonne soirée.